bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Je suis très contente de vous retrouver après ce mois de pause. J'avais fait une pause sur ce format-là pendant les vacances et du coup je reprends tout juste le rythme en ce début d'année scolaire. Donc eh bien écoutez, installez-vous bien confortablement et c'est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. On est le dimanche 3 septembre, veille de la rentrée scolaire et j'ai plein de choses à vous dire au niveau livresque. Je vais d'abord vous parler d'une lecture que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, une lecture audio, et je vais vous en parler parce que je pense que si vous êtes amateur du genre romance, c'est une lecture qui peut vous plaire. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler assez rapidement. Ensuite, je vais vous présenter mes lectures en cours puisque j'en ai deux actuellement que j'ai commencé. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vous en reparle tout de suite après. Et je vais également vous présenter un livre qui a rejoint ma bibliothèque. Alors rassurez-vous, je vous avais dit que je rentrais dans un challenge no buy pour l'été, donc pendant les 2 mois d'été je n'ai acheté aucun livre. J'ai bien tenu mon challenge, je suis très fière de moi. Les seuls livres que j'ai achetés sont des livres que j'ai achetés pour mon fils, donc ça ne compte pas dans le challenge. Et le livre que j'ai eu là et qui rejoint ma bibliothèque est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Donc j'ai estimé que c'est pareil, ça ne comptait pas. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est une lecture que j'ai terminée il y a assez peu de temps. C'est une lecture audio, comme je vous le disais. Il s'agit d'une sortie Charleston qui est sortie il y a assez peu de temps. Je pense que c'est sorti juste avant l'été, là, au mois de mai-juin. Il s'agit de L'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergan. C'est le roman qui a reçu le prix du livre romantique 2023. Alors, je suis pas hyper fan de la romance, mais une fois de temps en temps, je trouve que ça passe plutôt bien, particulièrement en été, on va pas se mentir. En l'occurrence, j'avais déjà lu un livre qui avait reçu le prix du livre romantique, et donc je m'étais dit que c'était l'occasion de découvrir celui-ci. En plus, ça me tentait pas mal. J'avais pas forcément envie de l'acheter en papier, donc c'est pour ça que je l'ai pris plutôt en audio, et ça me va bien. C'était une très bonne expérience audio pour ce livre-là. Je l'ai écouté avec Audible, donc si vous avez un abonnement Audible, vous pouvez retrouver L'indifférence de l'eau qui dort facilement sur l'application. Je ne sais pas si vous le retrouverez facilement sur Nextory ou pas, mais en tout cas, vous l'avez facilement sur Audible. La lectrice a une voix vraiment très agréable et en fait, on se prend totalement au jeu. Et encore une fois, je trouve que l'expérience audio était plutôt intéressante et plutôt sympa. Donc si vous avez envie de vous laisser tenter par la version audio, n'hésitez pas. Mais je me doute que la version papier est tout aussi sympathique. De quoi ça parle? Eh bien écoutez, on est plongé à Bréville-sur-Mer, en Normandie, où on rencontre Faustine, qui est une mère célibataire et qui élève seule son fils Tristan, qui est adolescent. Adolescent, Tristan, il doit avoir à peu près 16 ou 17 ans. Elle est fâchée avec sa famille depuis des années et en fait elle a quitté sa région natale pour débarquer en Normandie et elle s'est retrouvée totalement seule. Elle a pu compter sur l'aide de Georges, son voisin retraité, avec qui elle a développé une relation quasi fusionnelle finalement. Il a fait un peu office de père de substitution et de grand-père de substitution pour Tristan. Lorsque Georges décède prématurément, Faustine et Tristan sont terriblement tristes et terriblement atterrés de voir qu'ils sont les deux seules personnes présentes à son enterrement. Ils décident alors de faire des recherches sur leur voisin très énigmatique et très secret finalement, et ils trouvent très rapidement des photos ainsi qu'une lettre qui vont les conduire tout droit sur les traces du passé de Georges. Je ne vais pas vous en dire plus, je pourrais, mais je pense que ça vous spoilerait un petit peu trop, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur ce résumé-là. Sachez que L'indifférence de l'eau qui dort, c'est un roman d'une tendresse et d'une sensibilité incontestable, vraiment. L'histoire de Faustine et Tristan et celle de Georges à travers eux sont des histoires émouvantes, ce sont des histoires que l'on suit avec énormément d'envie et avec énormément de curiosité. Les personnages sont terriblement attachants. Alors moi j'ai eu un petit coup de cœur pour Faustine,
que j'ai trouvée bienveillante, qui est une femme et une maman à laquelle on s'identifie parfaitement. Elle aime son fils plus que tout, elle sait se remettre un peu en question. Elle entretient une relation avec son fils qui est une relation très touchante. Après bon, Faustine elle a aussi ses défauts, elle est très curieuse, bon il y a quelques côtés du personnage qui sont un petit peu agaçants, mais globalement c'est un personnage pour lequel on s'identifie très très bien et, et ça apporte vraiment un point positif au roman. Les autres personnages sont également très bien dépeints, j'en dirai pas plus parce que je ne veux pas trop spoiler encore une fois, mais c'est vrai que ils ne sont pas vraiment ce que l'on peut laisser, enfin ce qu'ils laissent paraître, et à travers Faustine, on les découvre à leur juste valeur. C'est ça qui est assez bien, c'est que l'autrice, à travers ce roman-là, nous permet d'aller creuser un peu les personnages. On a une vision d'eux qui est un petit peu faussée au début, et au fur et à mesure de la lecture, on se dit ah ouais non mais finalement c'est pas le personnage auquel je m'attendais, il y a plus que ça derrière. Et ça c'est vraiment très bien fait. Si je pensais me plonger dans une histoire d'amour assez banale, j'ai été très agréablement surprise de voir que ce roman, ce n'était pas que ça, bien au contraire. Euh, on a des thématiques très profondes qui sont abordées dans ce roman. Les deux principales, je vais vous les citer, hein, je n'en dévoilerai pas plus, pardon. Vous avez les relations parents-enfants et vous avez également l'indifférence lors d'un décès. Et ce sont deux thématiques qui sont très bien abordées par l'autrice et qui m'ont vraiment marquée pour le coup. Je pense que je me souviendrai de ce roman par rapport à cette thématique-là parce que je trouve que c'est deux façons d'aborder ces thématiques que l'on ne voit pas souvent. Donc c'est vraiment original et bien fait. Une très jolie plume avec une pointe de peps et d'humour viennent bien évidemment agrémenter cette histoire qui est déjà pleine d'émotions. Et l'indifférence de l'eau qui dort, c'est vraiment une parenthèse d'espoir et de bienveillance que je vous recommande de découvrir. Donc une très bonne lecture audio pour moi, vous l'aurez compris. Vraiment, je vous encourage à découvrir ce roman qui est très très intéressant. Alors, on n'est pas sur un coup de cœur de ma part. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. C'est pas vraiment un coup de cœur. Il y a quelques petits côtés, enfin quelques petites parties de l'intrigue qui m'ont un petit peu... que j'ai trouvé peut-être un petit peu trop facile. Mais globalement, ça reste une excellente lecture. Et si vous avez envie d'une lecture facile, agréable, mais profonde quand même, de par les sujets et les thématiques abordées, c'est vraiment un livre qui peut vous plaire. Donc n'hésitez pas. Ensuite, côté lecture, j'en suis où? Alors, j'ai 2 livres papier en cours. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ces lectures-là pour le moment, mais bon, je vais vous en parler quand même, vous me direz du coup, mais la première lecture que j'ai commencée et finalement pas trop mal avancée quand même, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talente, édité chez Gallmeister. Vous savez que j'adore cette maison d'édition, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Bon, là je suis pas vraiment convaincue, donc je ne sais pas trop quoi faire de ce livre. Pour vous expliquer un petit peu, c'est un roman que je lis dans le cadre du challenge Fais fondre ta palle de Manon, les lectures de Manon. C'est le dernier livre que je lis pour ce challenge. C'est c'est la 8e catégorie. Mais bon, je suis pas très emballée. En fait, c'était la catégorie pour laquelle il fallait choisir un livre qui nous faisait peur, dans le sens où on avait envie de le lire, mais on n'y allait pas. Et clairement, My Absolute Darling, c'est exactement ça pour moi. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, très longtemps que je le vois, et très longtemps que je me dis, ok, il faut que tu le lises, mais j'y arrive pas. Donc là, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, j'y suis allée, mais finalement, je ne suis pas sûre de le terminer. L'histoire, elle est assez simple en fait, je peux vous la résumer très rapidement. Il s'agit de l'histoire de Turtle. Turtle, c'est une jeune fille de 14 ans qui vit en Caroline du Nord, pas du tout, pas en Caroline du Nord, dans le nord de la Californie, pardon, dans les bois en fait, elle vit dans la forêt avec son père, Martin, et Turtle, elle entretient une relation assez spéciale avec son père, enfin c'est plutôt son père qui entretient une relation assez spéciale avec Turtle. Et en fait, on découvre une jeune fille qui est mal dans sa peau, qui est pas très bien, qui est maltraitée.
qui vit dans une atmosphère très glauque parce qu'elle est un peu sauvage, elle vit avec des armes à feu. Euh, bon, voilà, la seule figure d'autorité qu'elle a, c'est celle de son père et celle de son grand-père, mais il n'y a aucune femme qui vit avec elle. Voilà, ce sont deux personnes qui malheureusement ne sont pas à même d'élever des enfants, hein, en tout cas selon ce qu'on peut en voir dans les premières pages. Et du coup, c'est un petit peu toute la vie de Turtle qui est un peu emprisonnée dans cette relation malsaine avec son père. Une relation très 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 malsaine, hein, j'irai pas jusqu'au bout, mais enfin quoi que je peux vous le dire quand même, parce qu'en vrai ça arrive très 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 rapidement dans le livre, et puis de toute façon je pense qu'il vaut mieux être prévenu si vous commencez ce roman. Quand on parle de maltraitance, ici on parle d'inceste, hein, clairement. Donc c'est violent, c'est très dur à lire. Et Turtle, à un moment donné, elle rencontre un lycéen, Jacob qui est un enfant qui est un petit peu plus solaire, on va dire, par rapport à elle, qui a une vie peut-être un petit peu plus saine, et encore que... bon, voilà. Et voilà, et donc en fait c'est la relation entre Turtle, Jacob, Turtle et son père, c'est tout ça qu'on va avoir dans My Absolute Darling. J'en suis page 287, il en fait 465. Je n'y arrive pas. Voilà. Je n'y arrive pas. Il y a trop d'armes, il y a trop de violence, et il y a trop de tout là-dedans. Et j'y arrive pas. Vraiment, il y a trop de... C'est trop. Voilà, j'arrive pas à vous dire autre chose. C'est compliqué. Le style de l'auteur, la plume de l'auteur, j'ai un peu du mal. C'est une plume qui est très descriptive, donc on est dans un roman un peu nature writing, encore une fois, dans le sens où vous avez la nature à portée de vue, hein. Clairement on vous décrit les forêts en Californie, on vous décrit tout ça. Mais c'est trop, il y a trop de descriptions, il y a trop de forêts, trop de violence, trop d'armes, trop de tout, encore une fois. Donc voilà, je sais pas ce que je fais. Donc là, ça fait 2 jours que j'y ai pas touché, 2 jours que j'ai laissé mon marque-page ici, et 2 jours que je me dis, ok, t'y vas ou t'y vas pas. Il va falloir que je me décide, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, dites-moi si vous l'avez lu. Je sais que j'ai posé la question un peu sur Instagram, vous avez été 3, je crois, à me répondre que vous n'aviez pas réussi à aller au bout de ce livre, qui vous aviez mis mal à l'aise et que vous n'aviez pas forcément compris l'engouement qu'il y a autour de ce livre. Parce qu'effectivement, chose que je ne vous ai pas dite, si vous ne connaissez pas My Absolute Darling, c'est que vraiment, c'est un roman qui a été plébiscité quand il est sorti. Il a des notes excellentes sur tous les sites de livres, hein, typiquement sur Babelio, Livre Addict et compagnie, il a des notes excellentes. Voilà, donc vous avez été plusieurs à me dire que vous n'avez pas compris l'engouement, donc ça m'a un peu rassurée, je me suis dit que j'étais pas toute seule, mais du coup n'hésitez pas à me dire si vous êtes passé à côté ou si vous avez réussi à vous accrocher jusqu'au bout pour lire la fin de My Absolute Darling ou non. Du coup, j'ai commencé un autre livre. En parallèle, j'ai pris le tome 3 de Blackwater de Michael McDowell, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Comme vous pouvez le voir, la couverture est superbe, encore une fois, on est sur un travail éditorial de dingue. C'est donc le tome 3 de la fameuse saga Blackwater. Moi j'ai lu les 2 premiers. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2. Pour le moment, je ne connais pas l'engouement que certaines personnes peuvent avoir ou ont pu avoir sur cette saga. Je trouve ça intéressant, je trouve que ça se lit bien, que ça se lit vite, qu'on est vite pris dans l'histoire. Après de là, en faire tout un éloge et ce genre de choses, bon, peut-être pas encore. Après, j'ai cru comprendre que la saga était allait en tout cas plutôt crescendo, et qu'au fur et à mesure des tomes, ça prenait un peu plus d'ampleur, et le final est juste incroyable. Donc, peut-être que ça va venir. En tout cas, moi, je ne regrette pas d'avoir commencé la saga, parce que même si pour le moment, j'ai pas un engouement de folie, j'ai trouvé que les premiers tomes étaient vraiment pas mal. Ça met bien en place l'histoire. Et du coup, j'ai bien envie de continuer, donc je sais que normalement, avec le tome 3, ça va me sortir un peu de cette mini
mini impasse dans laquelle je me trouve avec My Absolute Darling. Là, en plus, ils sont assez courts, hein. Le roman fait 230 pages, donc je sais que ça va être très très vite lu. Là, j'ai commencé, j'en suis à la page 41, donc vous voyez, je me doute que je vais vite finir ce tome. Voilà. Et donc pour terminer cette séquence vidéo, qui va déjà être assez longue je pense, je voulais vous montrer le livre que j'ai pris dans une boîte à livres cet été. Donc je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais en tout cas pendant les vacances d'été nous étions dans le Lot et en Dordogne, et c'est une région, si vous ne connaissez pas, où il y a énormément de boîtes à livres. Moi ça m'a vraiment impressionnée. Vous avez des boîtes à livres dans tous les villages que vous traversez, voilà, tout simplement. Et quand on était dans le Lot, on était dans un petit village où il y avait une boîte à livres, où il y avait énormément de livres dedans. Je n'ai pas tout pris, hein, faut pas exagérer, je n'ai pris qu'un livre, un livre qui m'intéressait et qui était sur ma wishlist, donc je me suis dit que c'était le moment. En plus, il est plutôt en bon état. Il s'agit de ce roman-là, Un brillant avenir de Catherine Cusset, édité dans la collection NRF de chez Gallimard. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt en bon état. Franchement, j'étais assez contente. Donc on va voir. C'est vrai que des fois, dans les boîtes à livres, bon, vous avez un peu de tout. Hein, donc on ne sait jamais sur quoi on tombe. Un brillant avenir, je vous lis la 4e de couverture. Elena, une jeune roumaine née en Bessarabie et ballottée par l'histoire, rencontre à un bal en 1958 un homme dont elle tombe passionnément amoureuse. Il est juif et ses parents s'opposent au mariage. Elena finit par épouser Jacob et par réaliser son rêve, quitter la Roumanie communiste et antisémite, émigrer aux États-Unis. Elle devient américaine et se fait appeler Hélène. Elle a rompu avec le passé, mais l'avenir n'est plus un rêve. Hélène est maintenant confrontée à une réalité qui lui échappe, la maladie et la dépression de son mari, l'indépendance de ce fils à qui elle a tout sacrifié et qui épouse une Française malgré l'opposition de ses parents. Cette jeune femme égoïste, arrogante, imbue d'un sentiment de supériorité presque nationale, Hélène ne l'aime pas. Cette belle-mère dont le silence recèle une hostilité croissante, Marie en a peur. Pourtant, entre ces deux femmes que tout oppose, leur origine, leurs valeurs et leur attachement au même homme, quelque chose grandit qui ressemble à de l'amour. Voilà. Je n'ai jamais lu Catherine Cusset, donc c'est l'occasion. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Il fait 370 pages, donc on va voir. Je sais absolument pas quand je vais le lire. Mais il me tente beaucoup. Donc j'étais très contente de l'avoir trouvé en boîte à livres. Sinon je pense que je l'aurais acheté d'occasion, donc c'est juste parfait. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Vous allez me dire que c'était déjà peut-être pas mal, effectivement. Je vais vous reprendre plus tard. Là, nous allons à un événement qui se déroule pas très loin de chez nous, qui est une sorte de course de voitures. Hein. C'est organisé par une association de mécanique et d'automobile. Et donc, il y en a une petite course de voitures avec un vide-grenier et compagnie. Donc, on va aller y faire un tour rapidement avec des copains. Et puis, moi, ce sera l'occasion pour moi de vous reprendre un petit peu plus tard. Hello, on est lundi aujourd'hui et je suis en télétravail, donc je prends le temps sur la pause déjeuner de venir vous parler rapidement. Je viens notamment vous parler de ma lecture en cours qui n'est autre que le 3e tome de la saga Blackwater. Je vous en ai parlé dans le précédent plan vidéo. Donc je vous disais que j'avançais pas mal et effectivement j'en suis à la page 121. C'est vrai que c'est une saga qui se lit très très vite, c'est ce que je vous avais dit, et effectivement le 3e tome est dans la continuité en tout cas des 2 premiers. Ça se lit vite, ça se lit bien, on est plongé dans l'histoire et du coup c'est parfait. C'est pile ce qu'il me fallait
comme lecture. En plus de ça, je pense que je vais participer au challenge organisé par Manon, les lectures de Manon, qui est un mois, une saga. L'objectif étant de continuer les sagas que l'on a en cours, mais vraiment de continuer celles qui sont déjà commencées. Donc seules les sagas qui ont des tomes 2 entre guillemets comptent, dans le sens où il ne faut pas en commencer une et il ne faut pas non plus acheter des livres que l'on n'aurait pas dans notre palle, hein, l'objectif étant de faire baisser la palle. Donc ça tombe bien, ce livre-là pourrait tout à fait rentrer dans le challenge. C'est parfait. Donc je pense que ça va être ma lecture pour un mois, une saga pour le mois de septembre. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, mais je rentre pas dans les détails puisqu'on est sur un 3e tome, donc si vous voulez découvrir la saga, je vais pas trop vous en dire non plus. On est sur une histoire qui est un petit peu fantastique, donc si vous n'êtes pas trop fan, renseignez-vous avant de vous lancer quand même. Moi j'estime quand même qu'on n'est pas sur du fantastique pur et dur. Si vous avez par exemple envie de tenter le genre sans entrer dans quelque chose de très conséquent et de très fantastique, cette saga franchement ça fait complètement le job et je pense que c'est pas mal pour débuter le genre fantastique. Du coup, dans le premier tome, on fait la connaissance de la famille Casquet, qu'on est en Alabama, à Perdido. Ça se passe dans les années 1920, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, 1919 ou quelque chose comme ça, le premier tome en tout cas. Et en fait, dans le premier tome, on a la fameuse famille Casquet qui règne un peu, entre guillemets, sur Perdido, qui est une des familles riches de Perdido. Et Oscar, le fils, va secourir Elinor, une femme qui arrive qui est coincée dans un des hôtels de la ville pendant la crue de la Perdido. Et donc voilà, donc du coup il la secourt, Oscar et Elinor tombent amoureux, et c'est un peu toute la vie de la famille Casquet et de la ville de Perdido que l'on suit dans cette saga. Je vous en dis pas plus parce qu'encore une fois, loin de moi l'idée de vous spoiler, je pense que j'en dis assez déjà comme ça. Mais c'est vraiment très sympathique. Toute l'histoire en fait se passe autour de la rivière. En fait, la ville de Perdido est située au niveau du croisement entre les deux rivières. Donc il y a la rivière Blackwater et la rivière Perdido. Et donc du coup, c'est assez sympa parce qu'il y a toute une partie très mystique autour de cette rivière. Et ça donne une atmosphère un peu particulière. On est dans une petite ville des États-Unis dans les années 1920, donc l'ambiance est spéciale et c'est ce qui fait tout le charme de la saga, à mon sens en tout cas. J'aime beaucoup ce 3e tome, je suis contente de retrouver les personnages principaux, il se passe pas mal de choses, le côté mystique est de plus en plus présent je trouve, et là on le sent vraiment, là dans les pages que j'ai lues hier soir, on le sentait pas mal. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite du tome, mais pour le moment c'est un tome que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je profitais également de cette pause déjeuner pour vous parler puisque je voulais vous montrer mes derniers achats. Le 1er septembre étant passé, et bien voilà, j'ai craqué en librairie. En fait, je voulais absolument lire certains livres de la rentrée littéraire. Et parmi cette rentrée littéraire, il y avait surtout 2 livres qui me tentaient énormément. Du coup, j'ai craqué et j'ai acheté ces 2 livres avant tout le reste. Les autres, je pense que j'attendrai. Je suis même capable d'attendre les sorties en poche, si sorties en poche il y a. Mais ces 2-là, j'étais absolument pas capable d'attendre. Si vous avez vu ma vidéo sur la rentrée littéraire, je pense que vous avez deviné quels sont les 2 livres dont je vais vous parler maintenant. Sans grande surprise, ce sont 2 romans qui sont publiés aux éditions Gallmeister. Comme vous savez, j'aime beaucoup cette maison d'édition, même si mon expérience avec My Absolute Darling n'a pas été un franc succès. D'ailleurs, je l'ai toujours en stand-by pour le moment. Mais j'ai craqué pour leurs 2 sorties littéraires du mois de septembre. La première sortie pour laquelle j'ai craqué, c'est donc Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Puglisi. C'est le 3e tome de la saga de l'auteur, donc c'est la saga Vito Strega et puis les 2 enquêtrices Mara Rice et
j'ai perdu le nom de la deuxième. Et du coup c'est le 3e tome, donc j'ai hâte. Alors après je ne sais pas si c'est la suite chronologique des 2 premiers, je ne suis pas sûre. Parce que là on retrouve uniquement Vito Strega, je crois qu'on ne retrouve pas les 2 autres enquêtrices. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup Vito Strega, donc ça me va très bien. Et je suis complètement fan de cette saga, et complètement fan de ce qu'est capable de proposer l'auteur. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga, enfin dans ce 3e tome. Il n'est pas très long, il fait 320 pages, donc ça va vite se lire. Surtout que j'avais dévoré les 2 premiers tomes. Donc pour rappel, le premier tome c'est L'île des âmes et le second tome c'est L'illusion du mal. Et si vous avez envie de vous laisser tenter, sachez que ces 2 premiers tomes sont sortis dans la collection Totem, qui est un peu l'équivalent d'une collection poche chez Gallmeister. L'édition, enfin la collection Totem, moi je suis trop fan, j'adore la ligne éditoriale, j'aime beaucoup les couvertures, je trouve que c'est très joli, c'est très sympa. Donc laissez-vous tenter, du coup ils sont moins chers que les grands formats, puisqu'on est quand même sur des romans, là il est à presque 24 €, hein, donc on est sur des romans qui sont quand même assez chers. Donc la collection Totem peut totalement faire l'affaire. Et comme ça vous permettra de découvrir cette saga-là avant de potentiellement vous laisser tenter par le 3e tome. Autre roman que j'ai acheté, là c'est pareil, j'ai hésité, hein, je me suis dit oh là là c'est pas forcément très raisonnable et compagnie, mais ça fait tellement longtemps que je le vois passer, il me fait trop envie. Il s'agit donc de la sortie Les voleurs d'innocence de Sarai Walker, et donc toujours chez Gallmeister. Hein. On est sur une belle bricasse là pour le coup, parce qu'il fait 618 pages, donc on est sur un beau bébé. Là pour le coup on est sur un roman plutôt d'inspiration gothique, puisqu'on est sur une sorte de malédiction dans une famille, il y a des secrets de famille et tout ça. Donc je pense que ça va être très sympa. Je vous lis pas les 4e de couverture parce que ça va être assez redondant avec ma vidéo sur la rentrée littéraire. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir cette vidéo là. Vous aurez toutes les informations sur la 4e de couverture. Voilà, là ce que je vais vous dire tout simplement, c'est qu'on est sur un roman d'inspiration gothique qui me semble parfait et idéal pour l'automne. J'adore lire des romans gothiques à l'automne. Donc potentiellement celui-ci ne va pas trop traîner dans ma palle. On va voir, mais bon. Je vais d'ailleurs enlever le bandeau parce que là on a la petite citation de Sarah Jessica Parker. Enfin moi je m'en fiche un peu. Donc vous avez vu cette belle couverture quand même, on est sur quelque chose d'assez sympa. Hein. Voilà, donc ce sont mes 2 achats de la rentrée littéraire. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres ou pas. Bon là j'ai un peu craqué, hein, franchement, 2 livres le premier était à 24 €, le deuxième est à 26 je crois. Bon, on est quand même sur un petit budget, donc je suis pas sûre d'en acheter 40 non plus. Hein. Mais voilà, cela me faisait particulièrement envie. J'avais rien acheté depuis 2 mois, donc c'était un peu l'occasion. Et d'ailleurs, si l'un des 2 livres vous fait envie, et si vous avez envie qu'on fasse une lecture commune, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. J'ai bien envie d'organiser une petite LC par exemple sur celui-ci. Bon, celui-ci c'est un 3e tome, donc à moins que vous ayez lu les 2 premiers, pas sûr, mais celui-ci, une petite LC, ça peut être sympa. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, je vais vous laisser là, je retourne travailler parce qu'aujourd'hui c'est une grosse journée de travail, je sais pas trop à quelle heure je vais finir mais je pense que ça va être long. On est sur une semaine assez chargée, on part tous les 2 en déplacement avec mon conjoint, donc autant vous dire que ça demande un petit peu d'organisation, aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, me direz-vous. Sur ce, je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi soir et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cadre habituel puisque je ne suis pas chez moi. Je suis partie en déplacement, je suis à Palaiseau, je donne des cours de droit aux étudiants d'un master de AgroParisTech, l'école. Donc l'école d'ingénieurs agroalimentaires notamment, enfin pas que, mais en grande partie. Et
Et du coup, bah, c'est plutôt cool. C'est la première année que je fais ça et franchement, j'aime bien. Ça s'est bien passé. J'ai un groupe qui est plutôt sympa. Et du coup, bah, ça se passe bien. Donc j'y étais toute la journée aujourd'hui. J'ai donné mon cours sur toute la journée. Et j'ai une partie de mon cours aussi que je dispense demain. Donc voilà, c'est pour ça que je suis dans une chambre d'hôtel. Je suis dans un appart-hôtel qui est plutôt bien fait, qui est sur le campus, donc c'est plutôt sympa. Il y a une ambiance très jeune, très dynamique, très étudiante. Donc on va pas se plaindre, c'est plutôt cool. Et voilà, et là je suis installée, il y a une petite table et tout, c'est vachement bien fait, c'est un appart-hôtel, donc c'est assez grand. Donc là j'ai mis mon ordi parce que je travaille en même temps quand même, hein. Bien sûr, les dossiers en cours ne se sont pas arrêtés pour autant, donc voilà, je continue à bosser un peu ce soir pour rattraper mon retard sur la journée. Voilà, je viens juste de rentrer là, je me suis arrêtée, il y a un restaurant chinois, donc je me suis pris à manger pour ce soir, et je revenais de balade, je suis allée me promener un peu, c'était hyper agréable, il y a un super grand parc à Palaiseau, alors je sais plus comment il s'appelle, mais si vous connaissez et que vous êtes de la région parisienne, vous pourrez sûrement me dire le nom. Mais du coup, c'était hyper sympa. Je suis allée me balader là au coucher du soleil, donc c'était hyper cool. Je n'ai pas pris de livre audio, j'avais ma musique plutôt, mais j'aurais pu prendre mon livre audio. Je vous en reparlerai plus tard. J'ai commencé un nouveau livre audio qui est plutôt un cozy mystery. Mais cozy mystery dont on n'a pas trop entendu parler sur les réseaux. Donc voilà. Sinon, côté lecture, je n'ai rien pris avec moi à part ma liseuse. Je voulais pas trop m'encombrer, je suis déjà assez chargée pour ces 2 jours. Et franchement, se balader sur le campus avec tous ces sacs, c'est pas terrible. Donc j'ai pas trop abusé, j'ai pris juste ma liseuse. Mais liseuse qui est bien complète et j'ai notamment 2 livres dessus. J'ai 2 services de presse que je dois lire prochainement. Donc je sais pas lequel je vais commencer ce soir. Soit je commence le dernier livre de Mireille Calmel, qui est Le Templier de l'Ombre, donc on est plutôt sur un livre historique. Ou alors j'ai un livre qui n'a rien à voir en termes de style, puisque c'est le premier tome de la saga Les Trois Dahlias, Meurtre à Aldermer House. Voilà, je pense que vous l'avez vu passer, il sort le 28 septembre chez Le Cherche Midi. Donc je l'ai sur liseuse, je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas lequel je tente. En tout cas, ça me tente bien. Entre-temps, je vous avais dit que je lisais Blackwater, le tome 3. Eh bien, je l'ai terminé. Je ne vais pas vous en reparler. J'ai pas le livre avec moi, mais je vais pas vous en reparler ad vitam aeternam. J'ai beaucoup aimé cette lecture. La fin du tome 3 est juste incroyable. J'ai qu'une hâte là, c'est de me procurer le tome 4 et de vite enchaîner parce que ça commence à monter un peu en puissance et pour le coup, c'est plutôt intéressant. Donc à voir ce qui va se passer dans la suite de la saga. Mais vraiment là j'ai hâte de me replonger dedans. Donc ça, c'était une très bonne lecture et plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que du coup, j'ai décidé d'abandonner définitivement My Absolute Darling. Voilà, j'y arrive pas, donc je vais pas me forcer. J'ai pas remis le nez dedans depuis et à chaque fois que je le vois sur ma table de chevet, je me dis « Oh non, pas envie de lire ça ce soir. » Voilà. Donc, arrêtons tout. Il y a déjà tellement de livres à lire, je ne vais pas me forcer à en lire un qui ne me plaît pas. Voilà, mais écoutez, j'espère que de votre côté, votre semaine se passe bien, que vous faites des belles découvertes livresques, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, parce que bon, quand même, on est sur des températures estivales plus. Moi, je me plains pas plus que ça, parce que j'ai passé l'été à me plaindre, puisqu'on avait que de la pluie et qu'il faisait froid, donc là, je suis contente d'avoir de la chaleur un peu et du soleil, donc je ne vais pas me plaindre. Sinon, je vais arrêter de blablater, et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Au commencement, elle pense seulement de réparer l'hôtel et de quitter l'hôtel, de le vendre. Mais peu à peu, elle découvre une nouvelle vie. La parole. Oui. Je n'ai pas pensé de ça aussi avant, mais vous avez raison. Ça, c'est autre thème, je pense. J'ai fait la référence avant de ma propre jeunesse dans une famille
alcoolique. À ce moment, nous... Hello! On est vendredi soir et je reviens vous parler. Alors, je reviens vous parler, mais pas très longtemps. En fait, je viens clôturer ce carnet de lecture. Je viens surtout vous parler de la rencontre avec Joyce Maynard à laquelle j'ai pu assister, qui était organisée par la librairie Coiffard, qui est une librairie nantaise. Donc pour celles qui sont de Nantes, pour celles et ceux qui sont de Nantes, bon, si vous ne connaissez pas la librairie Coiffard, c'est en plein centre de Nantes. Je vous recommande franchement d'y aller parce que c'est une librairie qui est juste magnifique. L'endroit est vraiment superbe et c'est extrêmement bien mis en avant, bien mis en œuvre. Les rayons sont très très sympathiques. Enfin vraiment c'est une belle librairie et c'est même une librairie qu'on pourrait qualifier d'emblématique pour la ville de Nantes. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. Et si vous venez en tant que touriste, n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour. Je vous ai mis des plans vidéo normalement de la rencontre avec Joyce Maynard. J'étais hyper contente de pouvoir y assister, même si malheureusement j'ai pas pu assister à toute la rencontre. J'avais des obligations personnelles qui faisaient que je n'ai pas pu assister à toute la rencontre et j'ai surtout pas pu rester pour la séance de dédicace. Donc bon, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. J'ai déjà pu assister à une grosse partie de l'interview qui avait été organisée par les libraires, donc c'était déjà très très bien. Joyce Maynard, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, mais c'est une autrice américaine qui a écrit énormément de romans quand même. Moi je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai dans ma palle Où vivaient les gens heureux. J'espère que vous n'allez pas avoir trop de reflets avec la lumière là, voilà. Où vivaient les gens heureux, que j'ai aux éditions 10-18. Et je ne l'ai pas encore lu, mais franchement j'ai hâte, il me fait très très envie celui-ci. Apparemment c'est un de ses meilleurs romans, donc j'ai vraiment hâte. Et ça c'est son avant-dernier du coup, il est paru juste après le confinement. Donc celui-ci me tente bien. Et donc la rencontre qui était organisée, c'était une rencontre pour nous présenter son dernier roman qui s'appelle L'Hôtel des Oiseaux, que j'ai là, très très beau du coup, donc il fait partie de la rentrée littéraire 2023. Et il a été édité aux éditions Philippe Ray, que je ne connaissais pas, donc c'était l'occasion aussi. J'aime beaucoup le travail éditorial qui a été fait sur ce livre-là, franchement je trouve ça plutôt sympa, j'aime bien l'image, là, la représentation, le petit dessin, je trouve ça vraiment très beau. Donc bah voilà, c'était l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur ce roman. Alors j'ai été hyper contente parce que en fait elle a été géniale pendant cette rencontre, Joyce Maynard. Elle nous a raconté énormément de petites anecdotes sur l'écriture de son livre, sur ses habitudes d'écrivaine, sur sa vie, sur ses inspirations. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir avoir un retour sur tout ça. Elle a fait la rencontre en français et franchement elle parle relativement bien français, hein. J'étais assez admirative, surtout que les questions n'étaient pas forcément évidentes et elle arrivait à comprendre les questions, à répondre, c'était vraiment incroyable. Et du coup c'était pas plus mal pour nous parce qu'on avait vraiment un échange en direct avec elle, elle a demandé aux différentes personnes qui étaient présentes si on avait des questions, donc c'était vraiment une belle rencontre. Et du coup, je peux quand même vous partager quelques anecdotes qu'elle nous a partagées, elle, sur ce roman. Elle nous a notamment appris qu'elle avait écrit ce roman en plein confinement, en même temps que celui-ci. Enfin, en même temps. Elle a d'abord écrit celui-ci, puis après elle a enchaîné avec celui-ci. En fait, elle nous a expliqué qu'elle avait une maison au Guatemala et qu'elle avait passé tout le confinement au Guatemala. Elle organise des ateliers d'écriture. Et donc du coup des personnes venaient pour apprendre à écrire et pendant le confinement elle s'est confinée avec 2 jeunes femmes qui devaient faire partie de son atelier d'écriture et du coup elle a passé 6 mois avec elle et du coup elle a écrit ces 2 romans et elle nous expliquait que tous les soirs elle lisait les chapitres qu'elle écrivait, donc les chapitres de ce roman là, elle les lisait aux 2 femmes qui étaient avec elle et du coup les 2 femmes lui demandaient à chaque fois mais alors c'est quoi la suite, on veut savoir donc elle nous a expliqué que c'était une expérience en tant qu'écrivaine qu'elle avait beaucoup aimée parce que c'est la première fois qu'elle lisait des chapitres comme ça les uns à la suite des autres, jour après jour, à un public comme un autre, mais à un public qui du coup elle ne le faisait pas forcément avant et ça lui a apporté beaucoup. Autre chose que j'ai appris sur ce roman-là,
Ce livre-là est publié en France, mais en fait, au démarrage, il n'a pas été publié aux États-Unis. En fait, lorsqu'elle est rentrée de son périple au Guatemala, elle a proposé ces 2 romans-là à son éditeur, et son éditeur a choisi de publier celui-ci. Et donc, L'Hôtel aux oiseaux est resté un peu sur la pile en attente, et donc son éditeur lui avait dit bah c'est le prochain qu'on publiera, on attend un peu, on publie d'abord où vivaient les gens heureux et puis on verra après. Sauf que entre tout ça, il y a eu la polémique. Alors, moi j'avoue, je débarque, hein. J'avais pas entendu parler de cette polémique, donc vous allez peut-être me dire que clairement je vis dans une grotte, c'est probable, mais je m'en excuse, j'en avais pas entendu parler. Si je raconte n'importe quoi, n'hésitez pas à venir me corriger en commentaire. Du coup, entre la publication de Où vivaient les gens heureux et la publication qui était prévue de celui-ci, il y a eu la polémique sur le roman American Dirt qui a été écrit par Janine Cummings, je crois, qui est donc une autrice américaine et qui a publié ce roman-là, donc American Dirt, sur une Mexicaine et son fils. Alors, je vais pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, je vais pas vous raconter cette histoire. Enfin, la 4e de couverture, c'est pas le but. Mais en fait, ce roman-là, il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a créé une véritable polémique aux États-Unis. C'est un roman qui avait été plébiscité par Oprah Winfrey et qui a été encensé par la critique et par beaucoup d'écrivains, notamment Stephen King, certains autres auteurs dont j'ai mangé les noms, mais ça a été vraiment plébiscité par certains auteurs et à contrario, il y avait vraiment des opposants totales, enfin des opposants qui étaient totalement contre la publication de ce roman et contre l'écriture de ce roman. Et la polémique concernait l'appropriation culturelle. Et en fait, on a reproché à l'autrice, qui était une américaine blanche, voilà, une femme, enfin pas une jeune femme, hein, mais une femme blanche, de s'approprier en fait la culture mexicaine, puisqu'elle s'est mise à la place d'une migrante mexicaine. Et du coup, ça a fait beaucoup parler. Et en fait, l'éditeur de Joyce Maynard a pris un peu peur en voyant ça. Et L'Hôtel aux oiseaux se passe dans un pays imaginaire, mais pays qui fait partie de l'Amérique du Sud et qui est quand même très très inspiré du Guatemala. L'éditeur a eu peur en fait que la polémique prenne le pas sur la publication du roman de Joyce Maynard et donc il a préféré ne pas le publier plutôt que d'avoir une mauvaise publicité. Et donc L'Hôtel aux oiseaux a été publié pour la première fois, en tout cas par une maison d'édition française. Et donc c'est pour ça que je suis hyper contente de le voir là. Alors elle nous a quand même dit qu'il avait été depuis publié par une toute petite maison d'édition aux États-Unis et que vraiment il n'a pas fait de bruit du tout et il est paru en toute petite quantité parce que il y a toujours cette polémique American Dirt qui prend un peu le dessus surtout. Et voilà, donc alors autant vous dire que moi je suis passée à côté de cette polémique. Je sais pas si vous en aviez entendu parler, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. Mais c'était hyper intéressant de l'entendre parler de tout ça et de connaître un petit peu l'envers du décor en fait, l'envers du monde éditorial et de voir un petit peu tout ce qui a pu se passer et toutes les épreuves qu'elle a dû passer en fait pour pouvoir publier son roman. Voilà, donc L'Hôtel des oiseaux, je vous lis quand même la 4e de couverture. 1970, une explosion a lieu dans un sous-sol à New York, causée par une bombe artisanale. Parmi les apprentis terroristes décédés, la mère de Joanne, 6 ans. Dans l'espoir fou de mener une vie ordinaire, la grand-mère de la fillette précipite leur départ loin du drame et lui fait changer de prénom. Joanne s'appellera désormais Amelia. À l'âge adulte, devenue épouse, mère et artiste talentueuse, Amelia vit une seconde tragédie qui la pousse à fuir de nouveau. Elle trouve refuge à des centaines de kilomètres dans un pays d'Amérique centrale, entre les murs d'un hôtel délabré, accueilli par la chaleureuse propriétaire Leila. Tout ici lui promet un lendemain meilleur, une nature luxuriante, un vaste lac au pied d'un volcan. Tandis qu'Amelia s'investit dans la rénovation de l'hôtel, elle croise la route d'hommes et de femmes marqués par la vie, venus comme elle se reconstruire dans ce lieu chargé de mystère. Mais la quiétude dépaysante et la chaleur amicale des habitants du village suffiront-elles à faire oublier à Amelia les gouffres du passé? A-t-elle vraiment le droit à une 3e chance? Voilà, bon alors autant vous dire que cette 4e de couverture très énigmatique me donne très clairement envie. Donc je ne sais pas exactement quand je vais le lire, mais je pense que je ne vais pas faire trop traîner ce roman.
J'ai très envie de découvrir sa plume, donc en fait soit je vais commencer par celui-ci, soit je vais commencer par celui-là. Mais c'est vrai qu'elle nous a quand même beaucoup vendu son dernier, donc tant qu'à faire, j'ai bien envie de le lire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Joyce Maynard et la rencontre à laquelle j'ai pu assister. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Je n'ai rien de plus à vous dire parce qu'alors au niveau lecture, franchement, j'ai fait n'importe quoi. Mais alors, on est sur du haut niveau du n'importe quoi là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de truc. J'ai démarré la lecture d'un de mes services de presse que j'ai avec Ned Gallet. Donc, c'est le Templier de l'ombre de Mireille Calmel. Je vous en avais parlé. J'ai lu 12%, je crois, donc l'équivalent peut-être de 3 ou 4 chapitres, enfin vraiment pas beaucoup. Et puis, je sais pas, j'étais pas très emballée par l'histoire, donc je l'ai mis en pause. Je me suis dit, je vais commencer autre chose, et donc j'ai commencé un autre roman, mais une espèce de brique qui fait 800 pages. Et j'ai lu un chapitre. Voilà, je fais n'importe quoi. Et en plus, en parallèle de ça, j'ai commencé un livre audio. Et lundi, j'ai une lecture commune qui démarre avec Nathalie. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc je pense que je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça, là, pour le prochain carnet de lecture. Parce que là, je sais pas ce que je vais vous raconter. Franchement, c'est un peu nul, là, ce que j'ai fait. Donc bon, bref. Allez, sur ce, j'espère que vous passez une bonne semaine. J'espère que vous faites de très belles découvertes livresques. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!